Voilà, bonsoir à tous, merci d'être venus. C'est bon, vous m'entendez bien? Alors je voudrais commencer bien sûr par remercier la ville de Versailles qui me fait l'insigne honneur de me donner la parole dans cet écrin de culture et de connaissances, cette magnifique bibliothèque. Et tout particulièrement Jean-Marie Guinbert et Vincent Aiguelet qui m'a fait cette présentation. Alors, je suis ravi d'être ici parmi vous. Je ne vous cache pas que c'est un exercice assez nouveau pour moi. Je ne suis pas vraiment rompu à l'exercice des conférences, donc je compte aussi sur votre indulgence. Voilà, alors Vincent Aiguelet l'a dit, bonsoir. Je comptais commencer par ce chiffre, cette actualité. Selon le récent sondage de l'IFOP, 79% des Français adhéreraient à une théorie du complot. Alors, dans ce lot des théories du complot, il y a un peu de tout. Il y a des théories les plus pointues aux théories les plus farfelues. On retrouve là-dedans l'assassinat de Kennedy, les attentats du 11 septembre, mais aussi des théories plus scientifiques ou pseudo-scientifiques sur la sphéricité de la Terre ou voilà, des théories de cosmogonie toutes extravagantes. Et bon, là-dedans, il y a du vrai, il y a du faux. Alors, je dirais, pour commencer, que ce chiffre n'est pas anodin. Le fait que les Français, semble-t-il, s'intéressent aux théories du complot, ça ne veut pas rien dire, et je dirais que c'est la preuve de deux choses. La première, c'est la preuve, je dirais, d'une certaine défiance à l'égard du pouvoir, à l'égard des institutions et de ce qui est convenu d'appeler l'histoire officielle. Bon, une histoire, comme on dit, écrite par les vainqueurs et qui dissimulerait les tenants et les aboutissants des grands événements. J'ai en tête cette phrase que Balzac fait dire à un de ses personnages dans Les Illusions perdues, un des romans qui avait marqué ma jeunesse, et je m'étais arrêté sur cette phrase. Il fait dire à un de ses personnages: il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, l'histoire ad usum delphini, donc à l'usage des dauphins, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Donc, vous voyez que cette suspicion, ces doutes ne datent pas d'hier. Et vraisemblablement, enfin, si on en croit ce sondage, qu'il faut, comme tous les sondages, prendre avec des pincettes, les Français passeraient d'une histoire officielle à une histoire qui l'est moins. Et c'est la preuve d'une deuxième chose, c'est la preuve d'un besoin de clarification, je dirais. Plutôt que d'esquiver et de tourner le dos à ces questions-là, je crois qu'il est intéressant de rentrer de plein pied sur ces sujets et d'essayer de démêler le vrai du faux. Je pense souvent à cette phrase de Paul Valéry qui dit le mélange de vrai et de faux est beaucoup plus toxique que le faux pur. Voilà, parce que quand il y a du vrai dedans, il y a toujours un doute qui s'installe. Donc je crois qu'il est nécessaire de s'aventurer sur ces terrains un peu minés parce que parfois, même si ça ne bouleverse pas fondamentalement notre vision de l'histoire, cela peut avoir tendance à mettre à mal certains mythes. Alors, les conspirations, pourquoi ça serait un sujet tabou? Je dirais, ça l'est particulièrement en démocratie, puisque le pouvoir émane des urnes, alors vouloir chercher des ressorts, des tractations, des manigances dans l'ombre, c'est d'une certaine manière remettre en cause la légitimité du pouvoir, la légitimité de notre pouvoir, puisque le pouvoir est censé être l'expression de la volonté générale, comme dit Rousseau. Donc évidemment, ces questions-là sont plus litigieuses.
Et je dirais qu'à certains moments de notre histoire, pendant des grandes querelles féodales ou pendant la Révolution française ou à d'autres moments, la question des conspirations est somme toute assez naturelle puisqu'elle est monnaie courante. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de regarder les conspirations en face, d'autant plus qu'elles existent. Voilà, elles ont parfois raté, parfois abouti, de Catilina à Brutus, en passant par le cardinal de Retz ou que sais-je encore, l'attentat du petit Clamart. Il y a des conspirations, donc pourquoi se priver de cet aspect? Toute la question, c'est d'analyser froidement les conspirations et de ne pas forcément en tirer des conclusions un peu hâtives, à savoir une grande conspiration avec un C majuscule qui serait surdéterminante et qui pourrait expliquer la grande marche de l'histoire dans sa globalité depuis la nuit des temps. Alors, quand on dit conspiration, on pense d'emblée à société secrète. Je pense que dans l'imaginaire collectif, c'est vraiment la structure qui apparaît spontanément. Et j'en veux pour preuve cette première définition, comment dirais-je, académique du littré. C'est la première occurrence officielle, société secrète, association de conspirateurs. Voilà, donc c'est net, c'est sans bavure, c'est à mon avis très réducteur, comme si la conspiration était le critère déterminant des sociétés secrètes. Je ne crois pas, je pense que c'est plutôt l'initiation, enfin on y reviendra. Mais voilà, c'est dire à quel point déjà dans l'esprit disons de figures intellectuelles, ça n'est pas, enfin c'est une évidence. Et alors peut-être qu'Émile Littré lui-même, initié à la franc-maçonnerie dans les années 1870, en savait quelque chose. Mais ceci est une autre histoire. Je dirais, première remarque, c'est que quand on aborde l'histoire des sociétés secrètes, il y a vraiment deux écueils à éviter. C'est d'une part surestimer leur pouvoir, et d'autre part le sous-estimer. C'est un peu les deux polarités qu'on retrouve. Je dirais que quand on essaye d'être objectif, encore que l'objectivité en histoire soit déjà une notion un peu suspecte, je préférais parler d'honnêteté, puisque on est toujours un peu guidé par ses propres intuitions, et même si on essaye d'être le plus fidèle possible aux sources, essayer de fournir un travail je dirais, honnête au lecteur et de ne pas échafauder de théories fumeuses. On a quand même une petite idée sur la question. Donc je parlerai d'honnêteté. Voilà, quand on essaie d'être honnête, on est pris entre deux feux. Ceux qui ont tendance à trouver les causes profondes de tous les événements, depuis toujours, à tout moment, chez les sociétés secrètes, dans les conspirations, et qui en font vraiment une cause surdéterminante. Et on serait... nos ministères et chancelleries seraient téléguidés par des sociétés secrètes. Alors voilà, c'est une première tendance, et qui trouve du coup une cohérence, on trouve une autre cohérence à l'histoire, c'est-à-dire que d'un coup tout s'explique. Bon, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais enfin ça donne une autre grille de lecture. Et bien sûr, l'autre tendance, c'est de tout balayer d'un revers de main, toute coïncidence, d'avoir des œillères et de ne pas considérer des choses qui mériteraient de l'être. Et je me suis aperçu, quand j'ai fait mes recherches, notamment sur Internet, parce que c'est quand même un média intéressant pour prendre un peu la température, puisque la parole est libre, voilà, on est en permanence entre ceux qui disent que vous n'allez pas assez loin, vous ne dites pas tout, vous êtes vous-même, vous faites partie vous-même d'une conspiration puisque vous déformez les faits, et ceux qui vont de toute façon jeter un regard vraiment circonspect sur ces événements. Donc voilà, je crois que les choses ne sont jamais noires ou blanches, mais qu'il faut vraiment explorer ce que j'appelle cette zone grise qui nécessite de l'effort et de la prudence, en essayant de vraiment recouper les sources, les commentaires les plus probants, et d'essayer de se frayer un chemin
parmi ces éléments, vous me direz, c'est le lot commun de l'histoire, c'est le travail de l'historien, c'est vrai, il n'y a rien de particulièrement nouveau dans cette approche, mais je dirais que c'est particulièrement le cas avec les sociétés secrètes pour lesquelles on a un vrai marécage de légendes, d'affabulations. On avance vraiment sur un terrain pas très stable. Alors, j'ai tendance à dire on a une forêt qui cache l'arbre, et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on a une forêt de rumeurs, de légendes qui cachent l'arbre des faits, puisqu'on a quand même des faits. On a des faits tangibles, on a des informations sourcées. Et c'est dommage, puisque la vérité n'est jamais mieux cachée que parmi les légendes. Ces seuls faits sont quand même suffisamment intéressants. Il n'y a pas forcément besoin d'artifice d'aller, si vous voulez, on peut partir d'événements de l'histoire tangibles, par exemple des révolutions européennes au cours du XIXe siècle, sans aller très très loin, sans aller jusqu'aux extraterrestres et à tant d'autres choses un peu farfelues. On peut déjà tirer des conséquences des conclusions assez intéressantes. Donc voilà, il faut explorer cette zone grise, et c'est d'autant plus difficile que parfois, en matière de conspiration, on est obligé, on peut difficilement juger des intentions, puisque une conspiration, les conspirateurs ne couchent jamais noir sur blanc leurs intentions et signeraient ainsi leur acte d'accusation. Donc on est obligé de s'en tenir à des faits et puis après déduire des intentions. Mais ça nécessite une part de subjectivité qu'il faut admettre et qu'il faut avoir l'honnêteté, encore une fois, de présenter au lecteur. J'ai un exemple en tête pour montrer cette zone grise, c'est l'attentat de Sarajevo. On est aujourd'hui en 2018, donc l'année du centenaire de la commémoration de l'armistice. Et cet attentat de Sarajevo montre bien justement les deux écueils à éviter. Donc bon, vous connaissez sans doute très bien cette histoire. On est le 28 juin 1914, aux environs de 11 h, et l'archiduc François Ferdinand et son épouse s'écroulent sous les balles de Gavrilo Princip, qui est un étudiant serbe nationaliste. Et très vite, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie, et il y a cette mécanique infernale des alliances qui entraîne les nations dans la Première Guerre mondiale. Mais ce qu'on sait moins, en tout cas ce qui est moins admis, c'est qu'une société secrète a armé la main de l'assassin. C'est une société secrète qui s'appelle la Main Noire, qui est une société secrète serbe. Et aujourd'hui, les historiens sérieux s'accordent à dire que cette société secrète a fourni la logistique qui a permis ce crime. Donc ça n'est pas rien, ça n'est pas tout, mais ça n'est pas rien, puisque bien sûr la Première Guerre mondiale a des causes profondes. On pourrait remonter au Congrès de Vienne en 1814, un siècle plus tôt. Voilà, on ne peut pas tout mettre sur le dos de cette société secrète, et pourtant c'est quand même une société secrète qui va fournir le casus belli. Donc on ne peut pas non plus écarter ça et se dire que tout ça c'est de la fumisterie, ça n'a aucun intérêt. Non, il faut vraiment regarder dans le détail, mais en essayant d'avancer avec raison. Donc on a aussi des éléments à considérer qui émanent de personnalités de premier plan de la politique. Je pense à Benjamin Disraeli, et j'ai choisi Benjamin Disraeli qui, comme vous le savez sans doute, était un premier ministre anglais de l'époque victorienne, un premier ministre important. Et je voudrais mettre cette citation en perspective avec l'exemple de l'attentat de Sarajevo. Donc c'est une citation qui est extraite d'un discours à Aylesbury en 1876 et qui nous dit: les gouvernements de ce siècle ne sont pas en relation seulement avec les gouvernements, empereurs, rois et ministres, mais aussi avec les sociétés secrètes
éléments dont on doit tenir compte et qui, au dernier moment, peuvent annuler n'importe quel accord, qui possèdent des agents partout, agents sans scrupules, qui poussent à l'assassinat, capables, si nécessaire, de provoquer un massacre. Donc on est 40 ans avant le coup de feu, les deux coups de feu de Sarajevo, et voilà, assassinat qui provoque un massacre, et bien, deux coups de feu qui vont provoquer environ 20 millions de morts, civils et militaires confondus. Et je cite d'autant plus volontiers cet extrait qu'on peut le retrouver un peu partout, justement sur des sites dits conspirationnistes qui ont tendance à l'employer à tort et à travers pour dire, voyez, c'est un aveu à propos de ceci, cela. Non, si on veut se remettre dans le contexte, qui est toujours important, puisqu'une citation hors contexte n'a pas de sens, voilà, on est dans le... comme je vous ai dit, on est en 1876, on est dans le contexte de la future guerre russo-turque de 1877-78, donc il y a déjà déjà le conflit larvé, enfin il y a déjà des assassinats, et voilà, cette citation est dans ce contexte-là. Donc, voilà, en préambule, ce que je voulais vous dire, qu'il faut avoir à l'esprit quand on aborde les sociétés secrètes. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec un premier enjeu, c'est celui de définir une société secrète. Ce qui n'est pas évident, puisque si les mots ont vraiment un sens, alors on ne peut pas dire grand-chose, puisque les sociétés secrètes sont secrètes. Point. Donc si on s'en tient aux mots, alors on est déjà face à une contradiction, face à un problème. Néanmoins, on peut stratifier, je dirais, les sociétés secrètes de trois manières, à trois étages. D'abord, celles qui sont connues, puisque les secrets ont quand même tendance à s'éventer. Je pense à cette phrase de Michel Audiard, qui est fin connaisseur de la psychologie humaine, et qui nous dit « Un secret consiste, je crois comme ça, consiste à n'être répété qu'à une seule personne à la fois. » Donc ça sous-entend que finalement rien ne reste secret très longtemps. Donc il y a les secrets donc, qui s'éventent, mais aussi bon, des sociétés secrètes qui se font infiltrer par la police, qui sont démantelées, qui sont dissoutes. On a des témoignages, on a à la main sur des documents, donc on peut quand même se faire une idée très très claire de la réalité de ces sociétés. Et ensuite, le deuxième niveau, ce sont les sociétés secrètes qui sont non pas connues, mais mal connues. C'est-à-dire on croit savoir de quoi il s'agit, mais on a peut-être une vision biaisée sur la question, puisqu'on connaît la vitrine, la devanture, elle est officielle. Souvent, ce sont des dehors valorisants, philanthropiques, culturels. J'aurai quelques exemples après. Présentables, voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais on ne connaît pas vraiment l'arrière-boutique et encore moins la cave. Donc, des sociétés mal connues. Et enfin, il y a les sociétés secrètes qu'on ne connaît pas du tout. Donc, du moins pas encore. C'est-à-dire que la plupart des sociétés secrètes, sans remonter jusqu'à l'Antiquité, on en a eu connaissance des années après, c'est-à-dire une fois qu'elles n'existaient plus. Donc, rien ne permet d'affirmer qu'aujourd'hui, il n'y a pas de société secrète qu'on découvrira plus tard. Voilà. Donc, ce sont les trois niveaux, je crois, pour les identifier. Même si le dernier, évidemment, on n'en dira rien ce soir. Au sein de cette typologie, on pourrait distinguer trois grands domaines. Naturellement, c'est restrictif puisqu'il y en a d'autres, mais ce sont vraiment les trois champs d'exploration. C'est d'abord le domaine politique. On a beaucoup de... Au XIXe siècle, c'est un festival. Il y a un très bon livre de Jean-Noël Tardy, L'âge des ombres, sur
sur les sociétés secrètes du 19e siècle qui fait un bel état des lieux, et on peut s'apercevoir qu'il y a vraiment une myriade de sociétés secrètes dans le domaine politique. Donc il y a par exemple les Carbonari, et plus récemment, pour changer de continent, vous en avez sans doute entendu parler, il y a la Skull and Bones, qui est une société secrète américaine qui rassemble le gratin des étudiants de Yale, et qui fournit l'élite dans le domaine politique, mais pas seulement. Il y a ensuite le domaine ésotérique. Alors là, c'est aussi très très large. Alors on peut aller loin, on peut remonter jusqu'aux pythagoriciens, et puis à la Rose-Croix. Enfin, là, c'est un domaine particulier, puisqu'on a tendance à sortir de l'histoire, de l'analyse historique au sens strict, pour être aux frontières, disons, du surnaturel. Enfin, on manie une matière qui est assez déroutante si on s'en tient seulement aux faits. Mais enfin voilà, il faut le savoir, on retrouve énormément de sociétés secrètes dans ce domaine. Et enfin, le troisième, c'est le domaine criminel, qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors je pense à la mafia sicilienne, Cosa Nostra par exemple, mais pas seulement. Il y a les thugs en Inde, peut-être qu'on en dira deux mots tout à l'heure. D'ailleurs, je n'ai pas mis de chronomètre, je voulais mettre parce que j'ai tendance à faire des digressions, et je voudrais un petit peu m'assurer, gérer mon temps. Donc voilà, il y a ces trois domaines. Et une première remarque, c'est que finalement les sociétés secrètes sont, j'anticipe un peu sur ma conclusion, mais je voudrais que vous ayez ça en tête, c'est que les sociétés secrètes sont vieilles comme la société elle-même finalement. Déjà, on peut s'interroger, on peut se dire, bah alors, est-ce que c'est pas finalement quelque chose de, non pas nécessaire, mais d'inhérent à l'aventure sociale. Si on remonte très loin, il y a les cultes à mystère, les mystères d'Éleusis, enfin voilà, on remonte à des millénaires, donc cette affaire n'est pas neuve. Et bien sûr, c'est toutes les époques, sous toutes les latitudes, c'est pas seulement la vieille Europe qui est concernée, hein. On a beaucoup de sociétés secrètes d'Extrême-Orient, enfin voilà. Donc c'est un phénomène, je dirais, social. Alors, je reste sur la définition. Il faut quand même, malgré tout, donner des éléments pour cadrer un peu, pour tracer un périmètre. On pourrait dire que toute association humaine, maintenant secrète la vérité sur ses membres et ses méthodes, est une société secrète. Alors, ça reste très large, puisque dedans, on pourrait mettre beaucoup de choses. Si vous voulez, dans cette idée, on peut même se dire qu'un conseil d'administration ou d'actionnaires d'un très très grand groupe du CAC 40 ressemble à s'y méprendre à une société secrète, puisque un employé ne sait pas exactement, alors il pourrait le savoir peut-être, mais en tout cas il n'est pas au fait de tout ce qui s'y dit, de tout ce qui s'y passe. Donc finalement, une société secrète, ça peut être beaucoup de choses, même dans un cadre privé, on pourrait dire dans un cadre familial, dans un cadre amical, il y a des groupes dans les groupes, donc ça peut nous emmener très loin. Mais je dirais qu'il y a une distinction à faire entre ce qu'on pourrait appeler les sociétés secrètes et les sociétés clandestines. Parce que, là encore, les sociétés... par exemple, un réseau de contrebandiers, ça ressemble à s'y méprendre à une société secrète. Pour autant, est-ce que c'en est une? Je ne pense pas, puisque la nuance fondamentale, c'est que les sociétés secrètes recherchent l'opacité. C'est-à-dire que ce n'est pas une opacité qui est contrainte due à l'illégalité, j'allais dire la légalité, mais en l'occurrence, c'est l'illégalité des activités. C'est une recherche d'opacité. Je me souviens avoir entendu un entretien de Serge Toussaint, qui est grand maître de la division francophone de la Rose-Croix, et qui dit très justement, à la limite, pourquoi on est encore caché, puisqu'on n'est plus persécuté, enfin on n'est pas
nos activités ne sont pas interdites, alors pourquoi se murer dans l'ombre, dans nos loges, enfin. Et il explique justement parce que cette opacité est nécessaire. Alors elle est nécessaire à quoi? Elle est nécessaire à ce critère dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est fondamental, c'est l'initiation. C'est vraiment l'élément qui va vraiment distinguer les sociétés secrètes. Donc l'initiation, c'est quoi? C'est une sortie du monde profane, comme pour reprendre le vocable maçonnique, pour renaître à huis clos au sein de la société secrète. C'est une mutation ontologique du régime existentiel, comme l'a défini Mircea Eliade, qui, on a vu un ouvrage tout à l'heure, qui est un grand érudit sur la question. Et alors je redis cette formule, une mutation ontologique du régime existentiel. Donc c'est une manière savante de résumer ce que je vous ai dit, de renaître à huis clos. Voilà. Et on reviendra sur l'initiation, enfin on reviendra en filigrane, mais on a d'autres critères bien sûr qui permettent d'affiner la définition. Alors il y a la cooptation par exemple, ça c'est quelque chose qu'on retrouve tout le temps. Alors, certaines sociétés secrètes ont visiblement peu postulé, mais enfin la cooptation est quand même un critère de choix entre les membres. La hiérarchie élitiste, je dirais même très élitiste, on a un système assez rigide. La récurrence des rites. Alors bon, les rites, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans notre quotidien. Voilà, une remise de diplôme après un parcours, un cursus, c'est un rite de passage d'une certaine manière, un baptême, un mariage, c'est une façon de célébrer un moment de la vie, mais dans le cadre des sociétés secrètes, ça prend une résonance particulière parce que c'est véritablement un rite de passage, donc c'est-à-dire qu'on passe d'un grade à un autre, en général, puisque je vous l'ai dit, cette hiérarchie est très cloisonnée, elle est très verrouillée, et bien souvent, les grades inférieurs n'ont même pas connaissance de l'identité des grades supérieurs. Donc ça, c'est même pour certaines sociétés secrètes, ça confine à une très grande paranoïa. Enfin, voilà, c'est essentiel, d'où l'importance des rites de passage. Donc la sémantique et l'iconographie codifiée, les mots de passe, les noms, les nomen mysticum, comme disent les Illuminati, c'est les noms de guerre qui permettent de crypter les correspondances, de pouvoir passer entre les mailles du filet si jamais la police met la main dessus. Et les symboles, bien sûr, alors là, il y aurait peut-être une conférence entière à faire sur la question, mais c'est peut-être plus... Enfin, c'est vraiment le domaine ésotérique, mais c'est vrai que là, c'est un monde à part, hein, la maîtrise des symboles. Et c'est très très important. On le retrouve dans toutes les sociétés secrètes, même non ésotériques. Par exemple, pour Cosa Nostra, les symboles, c'est quelque chose de très important. Mais bon, je ne peux malheureusement pas trop m'étendre sur la question dans le temps qui nous est imparti. Alors, le dernier critère, et non des moindres, c'est le secret. Le secret, c'est assez subtil puisque ça n'est pas tant la nature du secret, c'est-à-dire ce qu'on vous révèle, c'est-à-dire que il a tendance à changer en fait, au sein même d'une société secrète, selon le grade. On va vous dire voilà le secret, et puis à un grade supérieur, on va vous dire bon, tu es enfin mûr pour connaître la vérité, donc voici le vrai secret, et puis quelques grades plus haut, on vous en révèle un autre, etc. Donc on ouvre des portes, et puis peut-être que la vérité apparaît lorsqu'on ouvre la dernière porte. Non, ça n'est pas la nature du secret qui est importante, c'est l'objet du secret, c'est sa nature structurante. C'est-à-dire, c'est le fait qu'il y a un secret. Puisque le secret, c'est un contrat, en fait. C'est un accord tacite de discrétion. Voilà, si
si je vous confie un secret, bon voilà, en l'occurrence ça serait pas très discret, mais en aparté, un secret, on serait lié par un pacte de silence, donc ça me donne, non pas un droit, mais vous auriez un devoir envers moi. Donc faut avoir ça en tête, c'est l'aspect structurant, voilà, secret, le fait de confier, la confidence, c'est la même racine, hein, c'est fidé, je pense, voilà, on est proche de l'idée de foi, hein, c'est vraiment, c'est offrir sa confiance, c'est se lier à quelqu'un. Oui, il y a cette phrase de Madame de Staël, je trouve, qui résume bien les choses. Madame de Staël qui fine mouche et en plus très familière des initiés, donc je pense assez au fait des choses. Elle nous dit, alors je vous l'ai dit de tête, mais je n'ai pas la phrase exacte, mais elle dit peu importe le secret, on flatte l'orgueil des hommes et acquiert de l'empire sur eux. Bon, ça paraît simple, mais c'est assez essentiel. Voilà. Pour prolonger cette idée de secret et avancer une première idée, cette initiation, ce secret, cette structure nous amène à l'idée d'efficacité. C'est-à-dire que la société secrète, c'est d'abord la volonté de créer un cadre opérant. Et je disais en introduction qu'en démocratie, ça nous déconcerte un peu, mais bien souvent dans l'histoire, les hommes ont créé des sociétés secrètes car ils jugeaient que le cadre du débat parlementaire, de la démocratie représentative, ne leur convenait pas, puisqu'il fallait discuter, discutailler, élire, et se mettre d'accord, et ça traînait en longueur, et voilà, on n'arrivait pas forcément à ces objectifs, alors que le cadre de la société secrète permet d'avoir une structure opérante très efficace, c'est-à-dire des membres dévoués, parfois corps et âme, un système pyramidal très très simple, et donc pour mener des actions ou une réflexion, parce qu'on n'est pas toujours dans l'action, on a vraiment un cadre idéal. Et il est à tel point que certaines sociétés secrètes se sont constituées juste pour en bénéficier. Alors, je ne sais pas si ma formule est très claire, mais je vais vous donner tout de suite un exemple. C'est une société secrète que j'ai aimé traiter, puisqu'elle est peu connue, c'est l'Ordre des Chevaliers de la Foi. Alors, est-ce que c'est un nom déjà qui vous dit quelque chose? En fait, c'est une contre-société secrète. Et vous voyez, c'est vraiment dans cette idée de structure, de cadre. C'est-à-dire que, alors bon, pour en dire deux mots, l'Ordre des Chevaliers de la Foi est fondé en 1810 par un jeune comte, Ferdinand de Berthier de Sauvigny, qui est non seulement royaliste, mais en plus a un sérieux contentieux avec la Révolution, puisque son père et son oncle ont été assassinés en place de Grève, enfin c'est dans des circonstances vraiment terribles. Et à ses yeux, en 1810, donc, Napoléon prolonge la Révolution et le masque est tombé pour les royalistes, c'est-à-dire qu'il reste le général Vendémiaire de l'église Saint-Roch, même s'il y a eu une petite période de battement avec les facilités qui ont été faites pour les émigrés, le Concordat, il y a eu un petit moment de flottement, mais à cette époque, bon voilà, on est 2 ans après l'assassinat du duc d'Enghien, je parle sous le contrôle de Vincent Égalité, parce que j'ai un doute sur cette date, mais enfin voilà, on est à ce moment où vraiment Napoléon est l'usurpateur et les sociétés secrètes royalistes, enfin les mouvements royalistes vont sortir du bois, et donc on a l'Ordre des Chevaliers de la Foi. Peut-être que Chateaubriand en a fait partie, alors on n'a pas la preuve, il y a quand même... alors,
s'il n'était membre à part entière, en tout cas, il les fréquentait assidûment. À l'époque où il habitait rue de Rivoli, il a participé à certaines réunions, mais bon, voilà, il n'était peut-être pas membre à part entière parce que bon, il n'avait peut-être pas l'esprit pour ça. Puis il n'en parle pas d'ailleurs dans les mémoires d'outre-tombe. Alors gageons qu'avec la modestie qu'on lui connaît, il en aurait fait des pages et des pages, et puis il aurait voulu sans doute être grand maître, sinon rien. Voilà. Donc voilà, il n'était vraisemblablement pas membre. Mais ça fait partie, voilà, de la légende des Chevaliers de la Foi. Et elle s'est illustrée, alors il y a plusieurs faits d'armes, mais vraiment le principal, c'est quand même la journée du 12 mars 1814 à l'insurrection bordelaise, alors avec bien sûr un grand coup de pouce des Anglais, mais enfin les bannières, puisque les bannières sont l'équivalent des loges pour l'ordre des Chevaliers de la Foi, ont joué un rôle très important. Alors pourquoi je vous parle de l'ordre des Chevaliers de la Foi? Puisque Ferdinand Berthier de Sauvigny s'est fait initier dans la franc-maçonnerie pour en apprendre les rouages, les méthodes. Il était un grand lecteur de l'abbé Baruel, cet abbé jésuite qui a écrit les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Donc où vraiment, là, on a le premier pavé dans la mare. On dit de lui qu'il est le père du conspirationnisme. Il a vraiment mis en lumière le rôle des Illuminati, même si, bon, aujourd'hui, il faut bien sûr peut-être corriger les extrapolations, mais enfin, il a fourni une matière qui reste aujourd'hui référentielle. Et donc, ce Ferdinand Berthier de Sauvigny, à la lecture de Baruel, il va déduire que les sociétés secrètes ont ourdi la Révolution française, qu'elles mènent le jeu, même si, là encore, il y a du vrai, il y a du faux, il faut rentrer dans cette zone grise, parce que, bon, peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais en tout cas, la conclusion est celle-ci: il faut une société secrète pour lutter contre les sociétés secrètes. Voilà. Donc cette idée de cadre opérant, il s'illustre bien là. Ça voudrait dire que les institutions sont impuissantes à lutter pour lutter contre les sociétés secrètes. Une deuxième, alors pareil, là j'ai pris des exemples assez pointus, c'est la Sainte Vème, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, alors là on est un peu dans un mélange de contes de Grimm et de films d'épouvante. La Sainte Vème, c'est une société secrète médiévale allemande, enfin de Westphalie pour être précis, et qui est apparue pendant ce qu'on appelle le Grand Interrègne. C'est cette période un peu de carence du pouvoir dans le Saint-Empire romain germanique après la mort de Frédéric II et de ses fils, Conrad IV, je crois. Il y a à peu près une trentaine d'années de vacances, et on appelle ça le Grand Interrègne. Et à ce moment-là, les grands féodaux, les grands princes électeurs ont essayé de tirer un peu la couverture à eux, et on a une période un peu trouble où la corruption bat son plein, où les brigands agissent en toute impunité, et on a ce tribunal secret qui apparaît, qui s'appelle la Sainte Vème, les francs juges de la Sainte Vème, qui a sa propre légende, alors qui fait remonter son existence à Charlemagne. Alors ça, je fais une petite parenthèse, c'est une constante dans l'histoire des sociétés secrètes, c'est qu'elles aiment bien se faire plus vieilles qu'elles ne le sont vraiment, de bomber un peu le torse, et puis il y a ce besoin de toujours se rattacher à une figure tutélaire prestigieuse pour avoir une certaine crédibilité. Mais cette Sainte Vème va prétendre servir les intérêts de l'Église, d'être un peu le bras armé de l'Inquisition, mais en réalité va plutôt s'attacher aux crimes de droit commun, et elle va, c'est un peu ça, donc sa légende noire, c'est-à-dire que c'est une assemblée de juges et bourreaux qui va laisser une convocation fichée à la porte de l'accusé, qui sera sommé de se présenter à l'entrée
d'un sous-bois ou d'une clairière, et on va lui bander les yeux, et puis il va apparaître devant une assemblée de juges encapuchonnés, avec des flambeaux. Enfin voilà, il y a toute une imagerie, on nage en plein folklore allemand, mais la réalité, c'est qu'on a effectivement une institution judiciaire secrète qui est reconnue par l'empereur, qui empiète d'ailleurs un peu sur ses pouvoirs. C'est assez compliqué à comprendre un peu ses prérogatives, et qui va rendre des jugements très expéditifs. Alors la légende, c'est que c'est soit l'acquittement ou la mort, et le supplicié est pendu à un arbre avec un poignard crucifère qui est laissé dans l'arbre pour signer la sanction, montrer qu'il ne s'agit pas d'un crime crapuleux. Et voilà, la Sainte-Vemme va se doter d'à peu près toutes les armes des sociétés secrètes, enfin ces méthodes, c'est-à-dire l'initiation, la structure. Donc là encore, on s'aperçoit que quand il y a un besoin d'agir de manière radicale, de manière fulgurante, sans palabres, sans agrément et validation de toutes parts, et bien le cadre des sociétés secrètes est très efficace. Voilà. J'avance maintenant une deuxième idée. Bon, alors, le livre n'est pas un essai, hein, mais il y a quand même, c'est un panorama sur 12 sociétés secrètes, mais il y a quand même un fil d'Ariane qui est apparu assez naturellement au fil de l'écriture, qui est que les sociétés secrètes sont en avance sur leur temps. Enfin, elles sont souvent à l'avant-garde de leur époque. Et à présent, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer cette idée, et je vois que je vais devoir aller très vite, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors je vais aller très très vite, mais bien sûr je répondrai volontiers à vos questions tout à l'heure. Alors, très vite, les pythagoriciens, bon, vous connaissez tous bien sûr Pythagore, le carré de l'hypoténuse, enfin, ça nous rappelle des souvenirs d'écoliers plus ou moins lointains et plus ou moins heureux. Mais Pythagore est le premier à avoir revendiqué le terme de philosophe, et il est le grand maître au VIe siècle de ce qu'on appelle une secte, pas de manière, c'est pas la manière péjorative comme on pourrait l'avoir aujourd'hui, mais c'est-à-dire une voie avec maître et disciple. Donc en Calabre, dans ce foyer de colonisation qu'on appelait la Grande Grèce, à Crotone, et il va être le maître de cette école pythagoricienne qui rassemble des mathématiciens chevronnés qui étudient les symboles, qui étudient l'astronomie et tout un tas de disciplines. Et voilà, je vais assez vite, qui annonce en fait le siècle de Périclès, hein, comme il est convenu d'appeler, le siècle suivant, le siècle d'or de l'école athénienne. On a en germe, dans l'école pythagoricienne, notamment avec cette idée de philosophie, vraiment les germes de ce foisonnement intellectuel. Ensuite, je voulais vous parler des Illuminati, puisque bon, ils ont quand même une renommée assez extraordinaire, je pense démesurée, puisqu'on leur prête un pouvoir qu'ils n'ont vraisemblablement pas eu, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont rien fait. Bon, les Illuminati, aujourd'hui, on en parle à tort et à travers, on voit les clips des stars américaines, Lady Gaga, tout ça, qui s'amusent à afficher des symboles prétendument Illuminati dans leurs vidéos, l'œil, la pyramide, ces choses-là, alors que ce sont des symboles que n'ont jamais utilisé les Illuminati. Eux, c'était la chouette, hein, la chouette d'Athéna. Mais c'est bon, voilà, c'est plutôt des symboles qu'on trouve dans la franc-maçonnerie régulière, le rite écossais ancien accepté, mais enfin peu importe, tout comme la devise qu'on leur prête, Ordum ad chaos, ab chaos, l'ordre issu généré par le désordre. Voilà, ce n'est pas chez les Illuminati qu'on trouve ça. Donc très vite, je pense que vous en connaissez les grandes lignes, hein,
l'ordre des Illuminés de Bavière, qui existe pendant une courte décennie, de 1776 à 1785, date à laquelle il est dissous par le prince électeur de Bavière, Charles Théodore. Et donc, 1785, l'ordre est dissous, donc 4 ans avant la Révolution. Bon, bah, pour l'histoire, les choses s'arrêtent là. Il est impossible de trouver une trace de l'ordre après cette date de façon structurée. Mais les hommes n'ont pas disparu, les serments ne sont pas rompus et les idées circulent ainsi que les hommes. Donc le rôle des Illuminés de Bavière dans la Révolution française et puis bon, dans les révolutions qui vont suivre en Europe jusqu'au Printemps des peuples, n'est pas négligeable si on l'analyse sous l'angle, je dirais, l'angle des réseaux, l'angle intellectuel, notamment à travers des personnages comme Mirabeau, par exemple. Mirabeau, donc on n'a pas la preuve formelle qu'il était un illuminé, mais il y a quand même tout un faisceau d'indices qui laissent penser quand même qu'il était sous le nom de Léonidas, je crois, parce que, bon, comme vous le savez, il était présent, il a fait son livre, son mémoire sur la Prusse, il grenouillait un peu dans les milieux diplomatiques et il a fréquenté beaucoup d'illuminés de Bavière comme Friedrich Nicolai, je crois, et d'autres. D'ailleurs, il est assez élogieux, de manière un peu voilée, sur les illuminés de Bavière dans son livre. Donc il y a tout un faisceau d'indices qui laisse penser qu'il en était un, pardon, et ça n'est pas rien, puisque quand même, Mirabeau, c'est l'homme par qui la Révolution arrive. Lors des États généraux, quand il prononce cette phrase fameuse, nous sommes ici par la volonté du peuple, nous en sortirons que par la force des baïonnettes, il fait sauter une digue, un torrent que la monarchie n'arrivera plus à endiguer et qui va l'engloutir. Donc, savoir qu'on a un potentiel illuminé de Bavière qui déclenche la révolution, bon, c'est à considérer. C'est comme cet attentat de Sarajevo, il y a des causes bien plus profondes, mais il n'en reste pas moins qu'on a en place des personnages qui pourraient apporter, enfin, si on le regarde sous cet angle-là, un éclairage nouveau. Voilà, je sais que vous avez eu une conférence de Loris Chavanette sur la Révolution française, très intéressante, que j'ai écoutée sur Internet, et voilà, et d'ailleurs je serais curieux de savoir son avis sur la question. Il y a beaucoup de choses à dire sur la présence de Johann Bode, qui est l'émissaire de l'ordre dissous, mais enfin qui aurait pris la succession d'Adam Weishaupt, le grand maître, donc en fait un sinon en droit, puisque l'ordre est dissous, mais il est présent à Paris en 1787, il vient au convent des Philalettes, qui se propose de prolonger le convent de Wilhelmsbad, donc, qui a eu lieu en 1782, et pendant lequel aurait été décrétée, aurait été décidée la Révolution française, même si là encore il y a des nuances à faire. Mais voilà, il y a des éléments qui sont non négligeables. Donc maintenant, ça ne nous amène pas à dire que les sociétés secrètes ont ourdi et organisé la Révolution française. Mais il faut... la Révolution française, bien sûr, elle a des causes très très profondes, hein, comme la Première Guerre mondiale, à commencer par la déliquescence de la noblesse, la banqueroute, bon, il y a plein de choses, mais vous voyez, c'était je reprends mon histoire d'arbre, l'arbre qui cache la forêt, ben là c'est l'arbre, les fruits sur l'arbre, donc si on a un fruit trop mûr, qu'en plus il y a un ver dedans, et qu'il y a une bourrasque à ce moment-là, et si en plus quelqu'un donne un coup de pied dans le tronc, qui est vraiment responsable? Eh ben, moi je crois qu'il y a une conjonction d'énormément de facteurs, mais il y a aussi quelqu'un qui donne un coup de pied dans l'arbre. Voilà. Et c'est là où il faut rentrer dans le détail, et j'ai essayé de le faire dans le chapitre sur les Illuminati, d'essayer de vraiment faire la part des choses le plus honnêtement possible, en disant bah, voilà ce qu'on a, voilà les éléments, d'essayer de faire aussi la part des choses, parce que quand on parle des Illuminati, bon, c'est dans le cadre de la franc-maçonnerie, de bien
observer le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française, qui là encore n'est pas noir ou blanc. Il y a bien sûr des grands meneurs comme Danton, Bailly, Desmoulins, on pourrait en citer tellement, qui sont francs-maçons. Mais on a aussi, ça c'est moins connu, mais on a aussi une quantité de grandes figures contre-révolutionnaires qui ont été initiées, et pas des moindres. On a des généraux vendéens comme Charette, on a Edmond Burke, qui était le premier penseur contre-révolutionnaire, on a Joseph de Maistre, puis même dans le clergé, hein, l'abbé Jean-Marie Gallo, qui est prêtre, je ne sais plus qui, à Laval, en Mayenne, qui était décapité comme prêtre réfractaire, qui est une grande figure de la contre-révolution de l'Ouest. Donc, ça n'est pas si simple, et après la Révolution française, sur les 1000 loges qui étaient en activité, il y en a à peu près, pendant le consulat, il y en a à peu près une centaine qui sont en mesure de reprendre leurs travaux. Donc voilà, il faut bien regarder, essayer de comprendre les contradictions, parce qu'il y a des contradictions, il y en a, mais peut-être que justement les Illuminati comme loge ou arrière-loge permettent de comprendre ces contradictions, les forces en présence. Et voilà, il faut faire, je crois, ce travail de manière froide, en tout cas loin des passions, et on arrive quand même à se faire une idée, je dirais, assez plausible. Voilà, je m'aperçois que je vais devoir conclure. Bon, j'avais prévu de vous parler des Skull and Bones, de la société Thulé. Alors peut-être que je peux en dire un mot vite fait. La société Thulé, donc c'est la société secrète nazie, sur laquelle, là encore, il y a énormément de rumeurs, de cabales. Alors si on va sur Internet, mais pas seulement, j'allais dire sur Internet, enfin je dis sur Internet, mais en réalité dès l'apparition du Matin des magiciens de Powell, je crois que c'est dans les années 60, il y a déjà des thèses complètement délirantes où on mélange vraiment allègrement du vrai et du faux, et on prête à la société Thulé un grand pouvoir de grands gourous cosmiques qui auraient contrôlé le parti nazi et auraient été comment dire, les mages noirs du Troisième Reich. Alors en réalité non, pas du tout, mais le peu qu'on sait, c'est déjà beaucoup en fait. C'est que il faut voir qu'on est donc dans une société secrète fondée en 1918 au lendemain de la Première Guerre mondiale par un certain Rudolf von Zeppotendorf, qui c'est pas son vrai nom, c'est un faux aristocrate puisqu'il s'appelle en réalité Rudolf Clover. Et dans cette société secrète, on a déjà la croix gammée sous une forme variante, hein, légèrement arrondie, on appelle ça croix de Wotan, enfin c'est presque la même chose. Elle est sinistrogire, et elle deviendra dextrogire et anguleuse par la suite. Et il y a le slogan Heil und Sieg qui deviendra Sieg Heil, de triste mémoire. Et il y a la mystique du sang arien, enfin des choses qui seront reprises bien plus tard, à un moment où Hitler n'est encore qu'un simple indicateur, un agitateur de brasserie. Donc c'est quand même, ça doit quand même, sans aller très loin, rien que ça doit attirer notre attention. Pour aller très vite, en fait, les historiens sérieux, les plus sérieux en tout cas, sont arrivés à deux conclusions. C'est que, la conclusion, c'est que son rôle s'est borné vraiment à la chute de la République des Conseils. Donc des assassinats politiques, celui notamment de Kurt Eisner, mais d'autres, à faire chuter le régime des conseils de Bavière, et à la création du DAP, du Parti des travailleurs allemands, qui deviendra le NSDAP, puisqu'on a parmi les membres fondateurs, on a Karl Harrer et Gottfried Feder, qui sont deux membres de la société Thulé. Donc voilà, en fait, son influence se limite à ces deux choses, mais c'est quand même, parce que son influence décroît. Après, von Zeppotendorf va être un peu mis sur la touche et même tomber en disgrâce, parce que Hitler va considérer que l'heure est au parti de masse et qu'il faut, on n'est plus
s'affairer dans l'ombre, mais il faut l'outil justement est devenu inopérant. C'est-à-dire, vous voyez, là, quand on n'est plus dans un cadre, comment dire, c'est-à-dire que le secret n'offre plus des conditions idéales d'action. Donc voilà, il y a ces deux éléments, la création du parti et la chute de la République des conseils, mais c'est déjà beaucoup. C'est ça que parfois mes interlocuteurs, c'est pas qu'ils sont déçus, mais on s'attend toujours à des révélations fracassantes. On voudrait, je vous dis, ces fameux deux écueils, on voudrait soit qu'elle contrôle tout, tire les ficelles de tout, ou alors rien, et parfois on est déçu, mais je crois que ce soit pour les Illuminati ou pour la société de Tulé ou d'autres, ce qu'on sait de sources sûres suffit déjà à s'étonner et à regarder ces périodes, non pas sous un autre angle, parce que ça ne remet pas fondamentalement tout en cause, mais ça permet parfois d'y voir plus clair. Donc je suis malheureusement obligé de conclure. Je vous dirais ma conviction personnelle à propos du rôle, parce que c'est quand même le sous-titre de ce livre, le rôle de Société secrète, leur véritable rôle dans l'histoire. J'en suis arrivé à l'idée que, en fait, les sociétés secrètes sont consubstantielles à la société elle-même. C'est-à-dire que, je vous disais tout à l'heure qu'on en trouve à toutes les époques, dans tous les pays, enfin toutes les zones géographiques, et c'est à croire qu'en fait les sociétés secrètes sont profondément sociales et qu'elles font partie, elles sont inhérentes à l'idée de société et qu'elles vivent en son sein, c'est-à-dire qu'elles ne se coupent pas de la société, au contraire, elles sont abritées dans l'ombre, mais pour agir sur la société, c'est-à-dire que elles offrent un laboratoire, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, un laboratoire pour des expériences inédites, interdites ou inavouables. Donc voilà ce que je voulais vous dire en substance ce soir, mesdames, messieurs, et je vous remercie pour votre attention.